Bonjour Bassam Tan. Bonjour Frédéric Saillot de Razi Express, ou plutôt bonsoir. Bonsoir en effet. Euh, la nuit tombe tôt l'hiver. Nous voilà réunis pour parler du calife, du califat autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi. En ce moment a lieu la bataille de Mossoul. Alors rappelons qu'il y a 2 ans de cela, Bassam Tahan, vous avez parlé des 6 discours de ce fameux calife autoproclamé, notamment en ce qui concernait les relations de l'État islamique avec les chiites, avec les minorités et avec tous les ennemis du califat. Alors, il semblerait que donc ce califat et ce calife aient de sérieux ennuis à l'heure actuelle. Il viendrait, d'après une dépêche récente, il viendrait de quitter Mossoul, accompagné de 150 familles. Enfin, quand je dis accompagné, je suppose que ce sont 150 familles qui sont forcées de l'accompagner pour lui servir de bouclier humain. Donc, que penser bien de la situation actuelle de ce calife qui prêchait du haut de sa chair à Mossoul il y a de cela quelques années? Vous savez, l'intérêt, le grand intérêt que j'accorde au texte ou au discours, ce sont des textes. Évidemment, on peut faire une approche du califat d'al-Baghdadi, de toute cette histoire contemporaine dans l'islam d'aujourd'hui, mais rien ne vaut l'approche des textes, parce que les textes sont souvent révélateurs des intentions explicites ou implicites et de l'évolution du personnage dans ce cas précis. Et là, je peux dire que l'audio qui a été mis sur le net par Muassasat A'maq, n'est-ce pas, c'est l'agence de production, si je puis dire, du califat et des islamistes d'al-Baghdadi, il y a quelques jours, et évidemment ça a été effacé. Je comprends fort bien que pour des raisons de sécurité, de lutte anti-radicalisation, on supprime la vidéo. Mais quand même, il est intéressant d'analyser ce discours. Et il me semble qu'il y a une grande évolution. C'est un testament, en fait. On voit que le personnage voit venir sa fin. Alors, vous m'avez dit qu'il a quitté Mossoul. Même s'il quitte Mossoul, il va être attrapé, il va sans doute connaître un sort non enviable s'il passe en Syrie ou s'il reste en Irak, ou même s'il disparaît quelque part, il se cache, ils le trouveront un jour. Donc dans ce testament, qu'est-ce qui est intéressant? Je viendrai à la chose qui m'a frappé le plus, c'est qu'il lance un appel à ses soldats où? Alors, il dit les Philippines. Il cite une quinzaine d'endroits dans le monde, commençant par l'Asie, l'Indonésie, le Bangladesh, le Khorasan, c'est-à-dire une partie de l'Iran, et il continue le Caucase, et il arrive à quoi? Il arrive à l'Afrique du Nord. Avant de citer l'Égypte, il parle du Sinaï, il dit bien les soldats du califat de tous ces endroits-là. La Libye, il faut dire aussi qu'il y a un long passage sur les baghdadistes, si on peut dire, de Sirte, de la vie de Sirte de Libye, que comme quoi c'est un exemple pour le combat contre l'Occident. Il ne dit pas le Maroc, c'est curieux. Il parle de l'Algérie, de la Tunisie et de l'Afrique de l'Ouest et de la Somalie. Voilà en gros les pays. Donc, à analyser cela, ce sont des sanctuaires un peu du nouveau califat. Mais on sent, le deuxième point, qu'il est sûr que le califat en Irak et en Syrie, ça va disparaître.
il y a là le second point, il appelle les gens à ne plus venir en Irak et en Syrie, mais à aller ailleurs, et il cite le Coran que la terre de Dieu est vaste et on peut faire la guerre sainte partout. Donc, il apparaît de ces deux points déjà que, comme je l'ai dit, c'est une sensation que le calife voit approcher sa fin. Mais là où il a raison, que même si ça disparaît en Syrie et en Irak, le califat existera toujours ailleurs. Il fait un appel à ses combattants et en même temps, il semble dire que c'est comme une marque maintenant, ce qui n'est pas faux. N'importe qui à Washington ou à New York peut frapper, passer à l'acte et attribuer ça au califat d'al-Baghdadi. Hein? C'est-à-dire, ces forces vont se dispatcher. Et ça, c'est important. Ça montre que ce n'est pas en allant libérer Mossoul, Raqqa, que le califat va disparaître. Le troisième point qui est très intéressant dans son discours, c'est qu'il y a évidemment toujours la condamnation des alaouites, des chiites, qu'il traite de tous les noms. Comme on l'a vu dans des déclarations précédentes, parce qu'il y a toute une évolution dans ces discours. Au début, il ne citait pas les Saoudiens. Là, il les appelle même pas Séoud. Il emploie un autre terme négatif. Seloul, il dit, pour se moquer d'eux. Vous voyez? Il en est de même, il y a les frères musulmans qui sont aussi éclaboussés, qu'on appelle les frères Satan. Hein. Mais la plus grande menace et invitation à la guerre, c'est contre la Turquie. Et là, la Turquie, on voit très bien que les alliances ont changé. La Turquie peut-être n'achète plus le pétrole, il n'a plus la possibilité de vendre le pétrole. Il leur dit vraiment, il faut aller s'attaquer à la Turquie laïque, athée, qui n'a rien à voir avec l'islam, et il va fort dans l'injure en disant que le sang des Turcs, c'est comme le sang des chiens. Vous savez que dans la culture arabo-musulmane, le chien n'est pas très bien vu, parce que il souille l'homme, enfin, et traiter le sang de quelqu'un de sang de chien, c'est une injure infâme et très grossière. Donc, il s'abaisse à cela. On voit que son discours, c'est comme s'il crachait la haine, carrément, et qu'il sent qu'il est encerclé de toutes parts et qu'il est lâché par ses alliés. En effet, par ses alliés, vous avez tout à fait raison de souligner que dans son dernier message, al-Baghdadi appelle ses troupes à lutter en Turquie, qui devient le nouveau terrain d'action de l'État islamique. Est-ce que, comme vous le disiez, est-ce qu'on n'assiste pas actuellement à un renversement d'alliance, dans la mesure où la Turquie a joué un rôle très très important dans le passage des terroristes vers la Syrie, dans le trafic de pétrole, on l'a vu assez récemment. Est-ce que la défaite stratégique que l'État islamique semble connaître actuellement, aussi bien en Syrie qu'en Irak, n'est pas due à ce renversement d'alliance précisément qu'a su faire la Russie dans ses relations avec la Turquie? Dernièrement, on a appris que la Turquie, et ça c'est énorme, allait donc construire avec la Russie son bouclier antimissile, ce qui est un renversement sur le plan international, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN. C'est vrai, la Turquie a changé de politique, de stratégie,
Elle s'est réconciliée avec les Russes, il y a de gros contrats économiques, mais il n'y a pas que ça. C'est que pour les Américains et la coalition internationale, Daesh aura servi peut-être à faire éclater la Syrie, parce que pour le moment, les Américains cherchent toujours à couper la Syrie en deux ou en plusieurs départements. Tout ce qui est est de l'Euphrate, justement, c'est en fait le territoire de l'État islamique qui donnera peut-être naissance à un nouvel État sunnite modéré, entre guillemets, une fois les chefs de Daesh décapités. Ça, c'est une idée qui trotte dans la tête des néoconservateurs jusqu'à maintenant. Et je ne crois pas, enfin, si Clinton et Madame Clinton est réélue, je ne crois pas que le programme va changer. Hein. Ceci dit, la Turquie n'est pas si sûre que ça aussi dans ses alliances, parce qu'elle voit d'un mauvais œil la création d'un État kurde à l'est de l'Euphrate, hein, et en même temps, c'est très difficile pour la Turquie de rester l'allié des États-Unis hein, et dans l'OTAN, et en même temps d'être l'allié des Russes. Surtout que là, si on lui crée un État kurde en Syrie, ce qui est loin d'être, à mon avis, acquis. Hein. Pour le moment, c'est un jeu de bascule. On ne sait pas dans quel sens, finalement, la grande guerre de Syrie va être tranchée. Hein. Dans quel sens? C'est-à-dire au profit de qui? Hein. Alors évidemment, on parle d'un État sur la côte qui serait pour les modérés avec les Alaouites et les chrétiens, et que ce territoire de Daesh servirait aux sunnites et aux kurdes et à quelques minorités qui veulent bien rester. Mais tout ça reste très fragile. Hein. Je vous en prie. Vous avez parlé de la possible élection de Clinton au présidentiel. Alors le vote a lieu aujourd'hui même, nous sommes le 8 novembre. Nous apprendrons demain si en effet la politique américaine se poursuit, voire même s'aggrave au Moyen-Orient avec l'élection de Clinton. Cette offensive sur Mossoul n'a-t-elle pas servi d'ailleurs à donner du poids à la candidature de Clinton? Et où en est-on? Parce que pour revenir à al-Baghdadi, lorsqu'il s'adresse à ses troupes, il leur dit, alors qu'il s'en va, lui, alors qu'il fuit, il leur dit de défendre Mossoul coûte que coûte. Et cette offensive sur Mossoul a même commencé le 17 octobre, hein, nous sommes aujourd'hui donc le 8 novembre. Il semblerait, ce dont il n'est pas du tout fait état dans les médias occidentaux, qu'il y ait de lourdes pertes dans la population civile. L'aviation américaine n'y va pas par quatre chemins comme à son habitude. Et il y a vraiment beaucoup de dégâts qui est fait, notamment donc vis-à-vis des populations civiles. Il semblerait que l'État islamique à Mossoul oppose une résistance assez forte à cette intervention. Vous voyez, il y a là un point très important. C'est que d'abord, on se demande comment il a pu fuir de Mossoul. Parce qu'on sait que les forces chiites, le Hashd al-Sha'bi, s'étaient placées à l'ouest de Mossoul pour interdire aux Daeshistes de quitter Mossoul vers la Syrie. C'est-à-dire entre Mossoul et Tal Afar. Tal Afar se trouve à l'ouest de Mossoul. C'est aussi une ville où il y a des Turkmènes. On avait peur que les Daeshistes empruntent cette route. Là, en principe, le Hashd al-Sha'bi, donc ces milices entre guillemets chiites populaires, hein, en donnant un sens positif à milice ici, coupe la route et empêche les fuyards islamistes d'arriver en Syrie. C'est ce qu'on nous annonce. Donc s'il a réussi à fuir, c'est que, je veux dire, c'est une passoire. Hein. Le siège n'est pas parfait. Voulez-vous dire que ça a été négocié? Peut-être, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais que Mossoul et que le succès de la bataille de Mossoul soit utilisé d'une manière symbolique pour montrer que les Américains ont remporté une victoire que les Russes n'ont pas emportée à Alep, je crois que c'est vite dit.
est vite conclu. Pourquoi? Parce que on a appris que Poutine n'allait pas bombarder Alep-Est, ça fait quand même plus de 15 jours qu'il ne le fait plus, avec l'aviation syrienne. Mais, il laisse toujours aux islamistes d'Alep-Est la chance de quitter par des corridors sécurisés. Ils ne veulent pas. Et en attendant, et je l'avais dit il y a 2 jours, sans doute les Russes vont voler cette victoire symbolique de Mossoul à la coalition américaine en s'attaquant à la Syrie et en remportant des victoires décisives. Et on l'apprend aujourd'hui. En s'attaquant aux terroristes en Syrie. Aux terroristes, bien sûr. La Russie étant l'allié du gouvernement légitime de Damas. Et on vient d'apprendre, n'est-ce pas, que effectivement, peut-être que les Russes vont envoyer autant de missiles, de bombes, et utiliser autant d'avions, de bâtiments de guerre, pour justement détruire tous les islamistes qui sont autour d'Alep, et non pas à Alep-Est, parce que, effectivement, ça fait 3-4 jours que les islamistes, au moins 5000 hommes armés, se sont attaqués à Alep-Ouest, et continue de bombarder Alep-Ouest par les bombes d'enfer, c'est-à-dire les bonbonnes de gaz, les mortiers, les missiles. Et il y a eu même une attaque chimique en plein centre d'Alep, pour ceux qui connaissent Alep, près du cinéma Ugarit. Tout ce quartier commerçant, de cinéma, de taxi-service, a reçu 3 missiles toxiques. Hein? Et ça, j'ai eu la confirmation. Du chlore et du gaz sarin, c'est ça? Oh, apparemment. Il y a eu des gens qu'on a hospitalisés et qui avaient des suffocations. En principe, on va envoyer des experts pour analyser quelle arme chimique a été utilisée. Voyez-vous? Donc, moi je crois que Mossoul n'est pas gagné encore. Et les Russes vont intervenir peut-être cette nuit, là, pendant 3 jours. Ce serait une belle façon de saluer l'élection du nouveau président américain. Entre autres. Et puis, si vous voulez, c'est un peu remontrer que quand la Russie intervient, elle intervient d'une manière efficace, sérieuse, et peut-être, selon les experts, les attaques qui vont avoir lieu, les attaques russes, vont être peut-être plus importantes que les premières attaques, il y a de ça, quand ils ont commencé au mois de septembre. C'est-à-dire, il y a de ça 1 an. Hein. Quand ils sont intervenus en force, en étonnant tout le monde, et personne ne s'y attendait. Hein. Mais nous, on l'avait dit, hein, à Eurasie Express, et moi, en tout cas, je l'avais dit sur plusieurs, dans plusieurs moyens, médias, que les Russes étaient là, ils allaient frapper. Donc, il s'agirait de montrer l'efficacité russe, alors que la coalition internationale, entre guillemets, menée par les Américains à Mossoul, marque le pas. Mais pour revenir à la reconversion donc, de cet État islamique qui a prétendu être un État auparavant, dont il va devenir une marque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cela veut-il dire qu'il va devenir un réseau terroriste international du type Al-Qaïda? Il l'est déjà. Il l'est. Parce que les attentats qui ont eu lieu en France, c'était fomenté et organisé par Daesh. Mais ne va-t-il pas le devenir de façon encore plus intensive? Alors j'en veux pour preuve, pardonnez-moi, une dépêche qui est tombée il y a quelques jours de cela, faisant état de la défection de 5 commandants de l'État islamique à Ninive, qui sont partis avec des millions de dollars dans les poches. Alors, est-ce que c'est une défection réelle ou est-ce que c'est la préparation d'un redéploiement de l'État islamique, y compris donc en Europe? Il y a les deux. Parce que dans son discours, quand il appelle les gens à rester et à tenir bon en citant le Coran, d'ailleurs c'est truffé de citations coraniques, hein, tout le discours. Il se répète, ça se termine d'ailleurs par une prière carrément, demandant à Dieu d'écraser les ennemis, d'écraser les croisés, d'écraser l'Occident, d'écraser les villes mécréantes,
Il y a sûrement, c'est-à-dire qu'il y a certains qui ne croient plus au paradis. Ils ne veulent pas mourir pour les houris du paradis, c'est clair. Ça se sent dans la manière et toutes les citations qu'il emploie pour dire aux gens il faut rester, que faire la guerre, une journée ça vaut tant et tant de jours de jeûne, que c'est, vous voyez, tout ça, ça montre qu'il y a défection. Maintenant, évidemment, ça peut aussi, on peut utiliser cela pour cacher un autre jeu et continuer à financer. Mais quand on apprend que ceux qui ont financé Daesh ont financé la fondation Clinton, madame, hein, c'est énorme quand même. C'est-à-dire, je crois que maintenant, tout ça est démasqué. Et même pour, enfin, je ne veux pas passer à la présidentielle française, mais tous ceux qui ont cherché à soutenir Hollande, même parmi les politiques de la droite, par exemple, Juppé a soutenu qu'il fallait y aller, que lui croyait aux résultats des Nations Unies concernant le chimique, alors que tout le monde sait que bon, les enquêtes ne sont pas si sûres et certaines et n'arrivent pas à des faits vraiment convaincants. Voyez, donc, tout cela montre qu'en fait, ce Baghdadi qui va disparaître, mais pas Daesh, hein, enfin, l'État islamique existera peut-être dans de nouveaux sanctuaires de par le monde, c'est sûr. Il y aura toujours des attentats. Hein. Mais à long terme, les Américains, quand même, auront détruit l'islam sunnite. Parce que, et évidemment, ils auront éliminé aussi beaucoup de chiites dans ces guerres. Ils auront détruit deux pays laïques, les deux pays les plus laïques de la région, c'est-à-dire à savoir la Syrie et l'Irak. Mais il faut ajouter à cela une nouvelle donnée, et c'est très important, c'est que l'Égypte retrouve son arabité et son engagement ancien dans la Ligue arabe, c'est-à-dire tout son poids stratégique, avec les problèmes qu'elle a eus avec le royaume saoudite. Vous savez, Sisi n'a pas envoyé de soldats au Yémen, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, le tribunal administratif du Caire déclare que les deux îles données à l'Arabie saoudite, ce sont des îles égyptiennes. Donc, une autre autorité judiciaire égyptienne refuse de céder les deux îles au royaume saoudite. On a un nouveau jeu stratégique. Le fait que Sisi et l'Égypte rejoignent la Syrie, la Russie, il en est de même du roi du Maroc. D'ailleurs, peut-être, on en parlera, peut-être qu'il y a des forces qui cherchent à déstabiliser le Maroc pour lui faire payer sa nouvelle politique, sa nouvelle diplomatie, après sa visite en Russie et en Chine. C'est fort probable. Mais bon, en deux mots, moi je ne crois pas qu'ils arriveront à déstabiliser le Maroc. Mais on en parlera dans une autre vidéo, si vous voulez. Donc, actuellement, ce qui est intéressant dans ce discours, c'est de relever le désespoir de ce calife, tout en disant que c'est le début de la vraie bataille. Hein? C'est que le califat disparaisse de l'Irak et de Syrie pour renaître ailleurs. Et il leur dit, vous ne pouvez pas faire le hégir, c'est-à-dire émigrer vers ces deux pays, émigrer ailleurs. Allez faire la guerre ailleurs. Vous voyez? Et puis, il perd un peu ses repères islamistes. Vous voyez, par exemple, il y a une citation du Coran. Je me suis pressé vers toi, mon Dieu, pour que tu sois satisfait de moi. Ce verset, dans la littérature djihadiste ou islamique, c'est un verset qui a été cité par un poète kharijite. Et les kharijites ne sont pas orthodoxes. Et quand il le cite dans ce sens-là,
qu'il faut aller rencontrer la mort pour rencontrer Dieu, bah, le calife sort un peu de son sunnisme pour rejoindre, n'est-ce pas, des branches de l'islam pas si orthodoxes que ça. Hein. Et ça montre qu'il est à court de preuves pour convaincre les combattants pour aller au paradis. Vous voyez, c'est clair. C'est clair. Alors, reste que ce discours est prononcé dans un arabe classique, pas de faute. Je l'ai authentifié, on peut l'authentifier, la voix, le timbre, les expressions, l'accent tonique sur les phrases, c'est vraiment fidèle, c'est sûrement le calife, si c'est vraiment le calife qui a fait les autres discours. Enfin, on peut dire que ce paquet de discours, c'est un seul et même homme qui les a prononcés. Donc, il n'y a pas à douter de l'authenticité de cet audio. C'est important ce que vous dites là, Bassam Tahan, vous qui avez étudié tous les discours du calife Abou Bakr al-Baghdadi, qui s'appellerait véritablement Ibrahim al-Bardi. Parce que certains, dans les médias, ont diffusé, répandu le bruit selon lequel al-Baghdadi n'existerait pas, et même porté des doutes sur l'origine de la formation de l'armée de l'État islamique au Moyen-Orient, qui aurait possédé plus de chars que l'armée française, alors que l'armée américaine, alors que les États-Unis n'arrivaient pas à former à eux tout seuls une armée irakienne. Honnêtement, je crois que Baghdadi, c'est un homme qui existe, qui a existé, on sait qu'il a fait des études, un doctorat même à Bagdad dans les sciences juridiques islamiques. Alors, évidemment, vous savez, il y a des gens facilement qui vous disent tout de suite, ils mêlent le judaïsme à cela, Israël, et que c'est... Personnellement, je ne pense pas. Il se peut, ça c'est sûr, que Israël ait aidé les islamistes. Ça, on ne peut pas en douter. Mais qu'elle soit derrière al-Baghdadi, non, je ne le pense pas. Ce sont les Américains. Alors vous me direz, oui, mais peut-être qu'il y a union de vues entre les États-Unis et Israël concernant le Moyen-Orient. Peut-être, dans ce sens, oui. Maintenant, quant au nombre de chars, c'est vrai, les Américains ont vendu beaucoup de chars à l'armée irakienne, mais ils n'ont pas vendu d'avions. Jusqu'à maintenant, on attend des F-16. L'armée irakienne est tributaire des interventions aériennes des États-Unis et de la coalition, mais il n'a pas sa propre force. Et ça, je crois, ils l'ont fait exprès, parce qu'ils savent très bien que l'Irak étant l'allié de l'Iran et de la Syrie, ces avions irakiens serviraient à l'un et à l'autre. Voyez-vous ? Eh bien, écoutez, merci Bassam Tahan pour ce tour d'horizon complet sur les déboires du calife Abou Bakr al-Baghdadi, et nous attendons le résultat des élections américaines. En plus, j'ajouterai une chose, c'est que ce discours et toute cette affaire du califat annonce le début de la fin peut-être des Séouds. D'accord. Parce qu'ils sont décriés de partout. En effet, ils ont de sérieux problèmes actuellement, mais ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Exactement. Merci Bassam Tahan. Merci à Eurasie Express et bonne soirée.